Sébastien Delpont. Oui, je suis assez aligné là-dessus. On voit bien, en tout cas, on ne va pas faire un rappel à tout le monde des Gilets jaunes, mais on voit à quel point, en tout cas, ce sujet de l'énergie est un sujet central, en tout cas, de ciment social. Et en tout cas, on est un sujet assez majeur de ce point de vue-là. Et bon, voilà, le futur de l'énergie, il est clair aussi pour tout le monde. Autant le futur de l'agroalimentaire, c'est moins de gaspillage, plus de bio, plus de local. L'énergie, c'est pareil. Je veux dire, l'électron est un légume comme les autres. Le futur, c'est quoi? C'est moins de gaspillage énergétique et priorité efficacité. Et ensuite, ça sera du local et du renouvelable. Et donc, notamment, dans le local renouvelable, il y aura forcément beaucoup de solaire. Il y aura aussi du biogaz, il y aura aussi d'autres formes, mais en tout cas, il y a ça. Et après, faire croire que parce qu'on va faire du local, on rompt les solidarités énergétiques nationales et qu'on crée des distorsions, je ne suis pas franchement d'accord. Et faire croire que le système actuel est parfait, extrêmement solidaire, et que c'est justement l'éruption du solaire qui va créer des manques de solidarité, je pense qu'on se fourvoie. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'exemples qui montrent à quel point le système est injuste. Et donc le problème, c'est que ce qui dérange, c'est dans quelle mesure ose-t-on ouvrir une boîte de Pandore, de reposer ce système énergétique dans ses injustices. Et si on le lise de façon très claire, aujourd'hui, voilà, on a une péréquation territoriale. Il y a un choix qui est une solidarité territoriale. Et bien, cette solidarité territoriale, elle est aveugle. Alors, elle a parfois des bons côtés. L'habitant du 16e arrondissement de Paris finance l'agriculteur de la Creuse. Parce qu'il y a un peu de moins de personnes sur le réseau coûte plus cher par habitant et compagnie. Ça, je trouve ça plutôt sympathique. Par contre, quand l'habitant d'un logement social en Seine-Saint-Denis sponsorise l'énergie de la résidence secondaire d'un cadre parisien dans le Perche, c'est quand même un peu moins solidaire. Mais en même temps, si on a une solidarité qui n'est juste géographique et pas sociale, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'autres aspects qu'on pourrait lister. Aujourd'hui, quand on a des systèmes de réseau de chaleur, ou avec des parts fixes de 60% et de variables de 30%, voilà, ou de 40% sur les situels, il y a des gens, on va réduire le besoin de 80% de la demande énergétique, et leur facture va baisser de 15%. Est-ce que c'est juste d'avoir diminué sa consommation de 80% et avoir baisse de ses charges que de 15%? Est-ce que c'est juste? Je ne suis pas sûr. Donc il y a quand même plein d'exemples qui posent cette question. De la même façon, aujourd'hui, c'est aussi les distorsions par usage. Si je suis, encore une fois, un cadre qui habite une jolie maison, voilà, et qui fait 80 km aller-retour pour aller travailler, en frais réels, j'ai beaucoup de dépenses énergétiques que je vais déduire de mes impôts à la fin de l'année. D'accord? Si moi je suis un précaire énergétique qui habite en centre-ville et qui prend le métro pour aller travailler ou le bus, je ne peux pas déduire mes factures énergétiques de précaire énergétique de mes impôts. Donc voilà, il y a quand même plein de systèmes où on se raconte ce qu'on veut. Aujourd'hui, le système énergétique, il est injuste pour plein de sujets. Parce qu'effectivement, il y a des discriminations entre vecteurs. Aujourd'hui, il y a du gaz qui est taxé à 40%, de l'électricité à plutôt 65%. Voilà, alors les hydrocarbures, c'est un autre pourcentage, mais voilà. Pourquoi, en tout cas, c'est les résidus de l'histoire. Et puis parfois, il y avait aussi des usages énergétiques qui étaient monovectoriels. Mais en tout cas, le vrai vie. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut reposer à plat clairement et définir, et ça doit être un geste pour moi profondément politique, ce que sont les bases d'une solidarité énergétique nationale. Et qu'est-ce qu'on veut faire de notre politique énergétique? Est-ce que l'objectif de la transition, c'est de la faire en préservant les intérêts économiques des acteurs en place? Option 1. Option 2, en tout cas, d'autres intérêts. Est-ce qu'on veut qu'une transition se fasse comme aussi un levier fort de règlement des solidarités nécessaires ou pas? Est-ce que ça doit le faire dans une logique de développement économique parce qu'on veut favoriser l'émergence de filières? Pour moi, c'est des choix profondément politiques qui ne doivent pas être juste pris par des commissions de régulation de l'énergie sur des bases sur lesquelles il n'y a pas un mandat politique clair pour moi. Parce que oui, c'est des vrais arbitrages. Quand aujourd'hui, en Allemagne, vous êtes particulier, vous payez votre électricité 2 fois plus cher qu'en France. C'est parce qu'il y a un consensus politique en Allemagne qui est de dire les particuliers payent plus cher pour sponsoriser l'industrie. Donc les industriels perdent l'énergie plus chère, sponsorisée par les citoyens. Mais c'est un choix politique et un consensus national que les citoyens payent plus cher parce qu'on veut créer des emplois dans l'industrie. Donc on est d'accord, pas d'accord, mais c'est un choix politique. Aujourd'hui, est-ce que si on explique aux gens on va vous faire payer plus cher l'énergie dans un mot post-gilet jaune pour créer des emplois dans l'industrie, c'est acceptable ou pas acceptable? C'est pas le sujet du débat. Mais je trouve que c'est intéressant politiquement de poser la question. Et ça peut être un choix de société qui sera peut-être pas le même en France, en Allemagne, de cette direction. Mais je pense que c'est vraiment important de poser ces questions. Parce qu'on voit dans l'exemple concret que ça a des vraies conséquences. Et on ne peut pas dire aux gens qui se lancent dans l'autoconsommation énergétique, vous êtes des bandits, vous êtes des pirates de la solidarité énergétique nationale. Non, c'est des héros. Je veux dire, aujourd'hui, quelles sont les choses? C'est que les gens sont en attente d'engagement sociétal. Je veux dire, nos enfants sont dans les rues. Je veux dire, les gens ont envie que ça bouge. Donc les gens qui ont le courage, alors que c'est compliqué, c'est instable juridiquement, de se lancer dans des opérations, les faire passer pour des salauds, non, c'est des héros. Donc le sujet, par contre, c'est comme leur donner un cadre stable. Et ne nions pas, par contre, une réalité,
c'est qu'il faut réfléchir comment on peut faire cette transition décentralisée et l'autoconsommation de façon solidaire. Donc l'objectif pour moi, c'est pas de nier le problème, mais de l'ouvrir de façon plus globale, dans un cadre plus global, et qui ne se fasse pas, où il y a un règlement spécial pour le solaire différent de tous les autres. Donc je pense que c'est ces sujets. Et typiquement, voilà, est-ce que ouvrir la boîte de la Pandore de la péréquation est un tabou? Moi, je ne pense pas que ça devrait être un tabou. Réfléchir, est-ce qu'il faut juste que la péréquation soit juste géographique, comme aujourd'hui? Et puis, il va se poser des questions sur des nouveaux sujets. Aujourd'hui, on parlait du pourcentage de taxes de différents vecteurs énergétiques. Quand on est sur du gaz, biogaz, sur de l'électron vert. Bon, demain, l'hydrogène, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de régime stable sur l'hydrogène, qui est aussi un nouveau vecteur, et la chaleur. Et on parlait de logement social. Moi, j'ai vu des situations, donc moi, je travaille beaucoup sur les rénovations énergétiques un peu ambitieuses, où pour le coup, les revenus solaires aident à aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt sain de consacrer ces revenus solaires à aller plus loin pour sortir les gens de la précarité. Bon, on était dans un système formidable, alors, qui change un petit peu, où pour le coup, pour refacturer de l'eau chaude produite à base de fioul lourd, le bailleur social a besoin de demander de l'autorisation de personne. Par contre, pour revendre de l'électron vert, ça, c'est pas possible. Là, il faut faire une structure morale, organisatrice, avoir des votes de tout le monde. C'est quoi ce monde où je peux refacturer de l'eau produite au fioul lourd et pas d'électron vert? Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un sujet quand même où il y a besoin, en tout cas, de clarifier les choses dans cette justice. Donc on voit en tout cas qu'il y a besoin de travailler sur ces questions. Et puis avec des vraies incertitudes d'investissement, effectivement, et qui permettront d'aller plus vite quand on aura cadré ça. Autre exemple, aujourd'hui, voilà, on est dans un monde, on sait bien, les tarifs de rachat, un jour, vont s'arrêter. Et c'est normal. Bon, aujourd'hui, sur des opérations, sur des rénovations qu'on fait énergie zéro de logement, je vous la fais courte, mais il y avait 15 000 euros de travaux de solaire qui allaient, sur la vie du bâtiment sur 30 ans, générer 25 000 euros de revenus. Donc c'est très bien. Donc j'ai 10 000 euros de contribution du solaire, in fine, en tout cas, au fait d'aller plus loin dans la performance énergétique. Demain, si je fais de l'autoconsommation, c'est très bien. Mais si, effectivement, le citoyen achète à 18 centimes sur le réseau et que moi, bailleur, ma seule solution, c'est de rendre en gré à gré avec un acteur ce qui n'est pas autoconsommé à 6 centimes, bon, c'est plus dur de faire tourner l'équation économique, point 1. Point 2, mes occupants, ils achètent à 18. Moi, je vends à 6. Je ne pourrais pas avoir un tarif où je leur vends à 13, où je leur vends à 14, qui fait que moi, ça fait mieux tourner mon modèle d'affaires de bailleur social, et puis mon occupant, il a de l'électricité à 14 plutôt qu'à 18. Donc voilà, après, ça pose cette question de la fiscalité applicable et compagnie, mais je pense qu'il y a des vraies réflexions à aller, parce que ça va les stabiliser. Le bailleur, il ne prend pas la décision d'investissement s'il sait qu'il peut revendre demain à 13 ou à 14 centimes à son occupant, ou s'il revend un opérateur tiers sur le réseau à 5 ou à 6. Et c'est des vrais sujets. Quand on évoquait 100 000 euros, 80 000 euros ou 70 000 euros, on va essayer d'industrialiser pour baisser les coûts, mais il y a besoin de donner cette visibilité. Donc je pense que oui, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de bases à reposer, mais je pense qu'il faut oser les mettre sur la table et de façon globale. Parce qu'effectivement, est-ce que le système énergétique est injuste? Oui, et il n'a pas attendu l'émergence du solaire pour être injuste. Maintenant, la question, c'est reposons les bases, et oui, c'est complexe. Parce qu'effectivement, est-ce que l'affectation des taxes et de la péréquation demain doit être fonction de la création d'emplois locaux, du poids carbone, des questions de considération sociale? Est-ce qu'elle doit être aussi différente selon les secteurs d'activité? Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs délocalisables à qui on va vendre l'électricité moins cher ou plus cher que des secteurs délocalisables? Ça peut être aussi des péréquations sectorielles. Mais là où ça va être important, c'est dans ce cadre global. Et là, je pense qu'on peut trouver après des moyens, au-delà de réglementation sur des sujets classiques, de taxes, peut-être des nouveaux moyens d'accélérer ça. Juste un exemple. On prend le cas de projets urbains très réels. Sébastien, on ne peut pas l'arrêter. Il est enthousiaste. Je finis sur un exemple. Je finis sur un exemple, mais très concret. Je suis un bailleur social. J'ai des panneaux solaires sur mon toit. Il y a parfois beaucoup de gens qui travaillent, qui ont une activité le jour et pas forcément une capacité sur place d'utiliser toute l'énergie quand je suis entre midi et 14h le jour de semaine. OK. Il y a le cas par exemple à Nantes, où il y a un même maître d'ouvrage, ou presque, qui a une école, voilà, parce qu'une collectivité, et qui a son office de l'habitat juste à côté. Bon, en semaine, l'électricité, elle pourrait passer effectivement du logement social à l'école. Et le week-end, l'école, elle est fermée. Mais il y a plus de gens chez eux. Voilà. Et aujourd'hui, non, c'est pas compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, ces échanges d'énergie. Voilà. Et demain, comment on donne des cadres à ces échanges ou aux dons d'énergie? Ça, c'est intéressant. De la même façon, est-ce qu'aujourd'hui, un supermarché, ses invendus alimentaires, s'il les donne à des associations, il a des déductions fiscales? Oui. Est-ce que demain, un supermarché qui est fermé le dimanche, parce qu'il y en a qui ferment encore le dimanche, il veut donner ses électrons verts à des ménages en précarité de son environnement? Est-ce qu'il pourrait déduire d'une partie de son don, d'une partie de ça, pour donner? Ça, c'est des cadres qui n'existent pas. Le don d'énergie n'a pas un cadre légal, comme en tout cas le don d'un vendu alimentaire. Donc je veux dire, il y a des voies à explorer. Aujourd'hui, il n'existe
rien à ma connaissance, mais qui mériterait en tout cas d'être exploré pour rendre le système plus solidaire. Non, mais c'était important de poser. Alors justement, Emmanuel Cos, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit sur le système et finalement ce qui est... Après, on va faire parler un héros. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la difficulté aujourd'hui pour des bailleurs, et en tout cas pour l'USH, c'est que nous, le rôle de l'USH, c'est d'accompagner l'ensemble des familles de bailleurs vers ça. Après, il faut comprendre ce que ça va être de se confronter localement à un projet quand il faut aller surmonter ces obstacles juridiques. C'est aussi pour ça qu'on a besoin certainement d'alliances, je dis le terme de manière très positive, entre les acteurs économiques et techniciens du sujet et les bailleurs. Je vais vous dire juste pourquoi. Parce que les bailleurs ont déjà utilisé à plusieurs reprises du renouvelable pour des projets. Hein. Mais on a beaucoup de déconvenus, enfin, comme des particuliers par ailleurs. Mais quand vous êtes particulier, vous êtes seul avec votre déconvenu. Quand vous êtes un bailleur, vous avez des problèmes d'eau chaude sanitaire et de chauffage et que c'est votre système en ENR qui a déconné et que la maintenance, en fait, coûte beaucoup plus cher que les prévisions. Le problème, c'est que, d'une part, ça nuit à la compréhension des projets parce qu'il faut quand même attirer une population vers des usages nouveaux. Et ensuite, on va dire les partisans du classique, de l'ancien et donc du fossile. Des fossiles nous disent, voilà, on avait bien raison. Finalement, la chaudière au fioul, c'est bien plus simple. Donc, je vous dis ça parce que c'est des enjeux importants, y compris des enjeux de contentieux. Aujourd'hui, une partie des contentieux entre locataires et bailleurs sont sur la question de la fourniture d'énergie. À raison, hein, parce qu'il y a des bailleurs qui ont eu des marchés avec des fournisseurs d'énergie, et notamment sur des histoires de chaudière et de chauffage, très compliquées. Et puis après, il y a l'histoire des réseaux de chaleur. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est quand même un sujet. C'est qu'aujourd'hui, même quand on fait... Alors là, c'est au-delà même de l'autoconsommation. Quand on fait des programmes de rénovation, de très forte réhabilitation, mais qu'au final... le ménage ne va pas s'en rendre vraiment compte dans sa facture énergétique, notamment parce qu'avec les réseaux de chaleur, en fait, il n'y a aucune traduction là-dedans. Ça, c'est un énorme frein, parce que pour beaucoup de gens, ils ont cru pendant longtemps que l'arrivée vers de la grande efficacité énergétique et de l'usage de renouvelables pour leur fourniture, on va dire, domestique, ça allait leur permettre de faire des économies. Et en fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a aussi ces équations-là à régler, mais c'est parce que, voilà, il faut aussi qu'on soit plus professionnel et puis plus robuste dans les offres qui sont faites. Alors justement, on va partir du concret qui nous permettra justement de rebondir sur Sol Solidaire et de mieux comprendre quelle peut être la problématique d'un bailleur. Je vais proposer de passer le relais